depuis le 25 mars, j'ai lancé un appel personnellement depuis Dakar pour une annulation de la dette publique et pour un rééchelonnement de la dette privée de l'Afrique. Je l'avais dit parce que justement en créant mon plan de riposte, j'ai constaté que le paiement des intérêts de la dette, si ce paiement avait été différé, me donnait quasiment la moitié du montant nécessaire à ce plan qui est à 2 milliards d'euros, comme vous le dites, à peu près, ou 1000 milliards de francs CFA. Rien que le paiement des intérêts et donc de la dette sur l'année représentait pour le Sénégal à peu près 500 à 580 milliards de francs CFA, c'est un peu moins donc d'1 milliard de dollars. Et nous avons considéré que une mesure globale, une maladie, une pandémie comme le Covid-19 appelle des réponses globales. Nous sommes dans un monde où la solidarité doit jouer. L'Afrique a besoin de cette solidarité en ce moment. Je pense que ceux qui ont déjà réagi positivement, comme le président Macron, je le félicite au passage, aussi comme sa sainteté, le pape François, nous avons été réconfortés par ces propositions, mais même les institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, cette fois-ci, ils ont été à la pointe du combat. Et le rééchelonnement, c'est une chose, oui, on s'en réjouit, mais il faut aller au-delà. Il faut être courageux, et j'appelle mes collègues chefs d'État du G20 à aller vers de véritables réformes, parce que je suis convaincu qu'après le Covid, il faudra un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre qui devra renforcer la résilience de tous les pays et de tous les États. Parce que si demain, cette maladie reste quelque part dans un village quelconque du Sénégal ou d'ailleurs, c'est toute la communauté mondiale qui est menacée. Donc, la résilience de notre système de santé mérite déjà, cette première opération va permettre de faire face à la lutte. Mais Monsieur le Président, il y a la résilience économique, il y a les conséquences dramatiques du Covid sur l'emploi, et c'est cela qui doit amener tout le monde à agir dans ce sens. Alors, vous demandez des décisions supplémentaires. Est-ce que vous demandez toujours l'annulation pure et simple de la dette? On parle de 365 milliards de dollars. Est-ce que c'est réaliste? C'est plus que réaliste. Vous savez, 365 milliards de dollars, c'est certes important, mais qu'est-ce que ça représente par rapport aux milliers de milliards de dollars qui font l'objet de transactions par jour dans le cadre des bourses, dans le cadre de tout ce qui aujourd'hui anime le monde. Je pense que le moment est venu où on doit s'arrêter un peu. Quelle est la finalité de notre monde? Est-ce que nous sommes là pour courir derrière des gains, des super gains astronomiques, ou nous devons être capables, lorsque la maladie frappe, lorsque on a un besoin de solidarité pour l'humanité, quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable pour des pays donateurs comme ceux du G20. Monsieur le Président, je ne leur demande pas de faire ce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent, à mon avis, avec des mécanismes appropriés, en concertation avec l'Afrique, travailler sur des modalités qui n'handicaperont pas les pays donateurs ou les pays prêteurs, mais qui permettraient également à l'Afrique de faire face honorablement et dignement et d'être un membre à part entière de la communauté mondiale. C'est ma conviction et je continuerai à réclamer cela. Monsieur le Président, en plus du moratoire, le Sénégal va recevoir de l'aide. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y aura aucun détournement? Il y a une polémique, par exemple, aujourd'hui, ce vendredi, sur le transport de l'aide alimentaire pour les plus pauvres. Votre ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, qui est aussi votre beau-frère, est soupçonné de favoritisme. Est-ce que cela ne nuit pas à la crédibilité de tout cela? Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment vers, disons, au ras de pâquerelle. Il est dommage qu'au moment où nous parlons justement de l'annulation de la dette africaine, au moment où nos pays ont fait l'effort de mettre en place des plans de riposte et de manière appropriée, au moment où il le fallait, au moment où nous sommes en train de préserver les emplois face à la crise, et de soutenir les entreprises, qu'on nous ramène vers un débat de transport, de vivres, et puis que vraiment cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé, mais vous savez, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que d'abord tous les pays donateurs, tous les partenaires techniques et financiers sont dans nos pays, participent et
contrôle parfaitement l'exécution des budgets nationaux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de plus en plus, en tout cas au Sénégal, nous avons des appuis budgétaires qui sont donc des interventions directement sur les budgets, puisque les règles sont connues sur la commande publique, la gestion elle est connue, mais également toutes les mesures de contrôle, que ce soit de la Cour des comptes ou de l'Inspection générale d'État, sont à pied d'œuvre. Maintenant, le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment, je ne veux pas descendre à ce niveau, mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, peut-être il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger, mais aussi le Parlement dans ses différentes composantes, la société civile, l'opposition, tout le monde sera représenté. Donc je pense que tout sera en tout cas extrêmement clair et transparent au Sénégal, non seulement dans l'aide qui n'est qu'une portion congrue, c'est juste 69 milliards sur les 1000 milliards, mais sur toute la panoplie, l'appui à la diaspora, l'accompagnement de la résilience économique des entreprises, et toutes les mesures qui seront faites dans l'absolue transparence. Monsieur le Président, on attend juste pour une dernière petite question. Vous avez fait sortir de prison des prisonniers par crainte du coronavirus. Il y a notamment l'ex-président tchadien Hissène Habré qui est condamné à la réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité. Il a été placé en résidence surveillée pendant 2 mois par crainte qu'il ne contracte le coronavirus. N'est-ce pas un prétexte pour le faire sortir définitivement des prisons sénégalaises ? Mais pourquoi vous voulez que ce soit un prétexte? Le président Habré a été jugé, condamné, et il était en prison, il est toujours en prison au moment où nous parlons. C'est seulement le lieu de sa réclusion qui a changé. Il était seul à la prison du Cap Manuel, au sud de Dakar, et l'administration pénitentiaire a souhaité transférer toutes les nouvelles personnes qui seront donc transférées, qui seront mises en mandat de dépôt, qui seront donc envoyées en prison pour ne pas les mélanger avec des prisons déjà pleines. Et c'est pourquoi j'avais pris une mesure de grâce qui a concerné plus de 2036 prisonniers. Donc lui, on l'a transféré à la demande de ses avocats, et lui-même, il est quand même d'un âge avancé. On a préféré ne pas prendre le risque aussi de le voir contracter, en tout cas en milieu carcéral à la prison, le coronavirus. Et c'est pourquoi les juges de l'application des peines a pris un arrêt qui permet pendant la durée de 60 jours, donc la durée, on espère que c'est une durée suffisante pour couvrir la période de la pandémie, qu'il puisse purger sa peine chez lui, évidemment avec la présence de l'administration pénitentiaire, donc de ses gardes pénitentiaires. Ce n'est pas du tout un prétexte pour le faire libérer, mais c'est une mesure d'ordre humanitaire et une précaution pour éviter évidemment des risques inconsidérés le concernant. Et après cette période de pandémie, il retournera dans la prison ? Naturellement. Le juge a fait un arrêt pour 60 jours ou pour la durée de la pandémie. Quand elle finira naturellement, il devra rejoindre sa cellule.